Bonjour, bienvenue, re-bienvenue plutôt à cette capsule de méthode de recherche en psycho. Dans le cadre de la dernière capsule, nous avons parlé des limites de l'expérience personnelle et une des choses qu'on a mentionnées, c'est qu'il n'y avait pas de groupe de comparaison. Donc c'était très difficile de répondre à la question comparativement à quoi, ou à qui, ou à quand. Et en plus, il y avait trop de variables confondantes, ce qui veut dire en gros qu'on ne peut pas retourner dans le temps et changer certaines variables pour voir comment ça modifie les choses. Puis, donc, il y a toutes sortes de choses qui nous arrivent en même temps et on ne peut pas contrôler ça. Et on a vu un exemple d'une étude portant sur l'hypothèse de la catharsis ou le défoulement, qui démontrait très clairement à l'aide d'un groupe de comparaison, en fait à l'aide de deux groupes de comparaison, et en contrôlant bien des variables, qui démontrait que l'hypothèse comme quoi lorsqu'on est fâché, on exprimer sa colère sur l'objet de notre colère en étant agressif ne fait pas du tout sortir cette agression, mais à la place la rend plus présente, encore plus présente, hein, comparativement à juste être assis à rien faire. Donc, les conséquences ou les conclusions de cette étude-là semblaient être qu'une meilleure stratégie de gestion de la colère serait juste de prendre le temps de vous asseoir tranquillement et d'attendre, juste attendre. Euh, Est-ce qu'il pourrait y avoir des meilleures stratégies que ça? Peut-être d'autres études pourraient voir s'il y a certaines choses. Est-ce que, par exemple, méditer, ça serait mieux que juste ne rien faire? Est-ce que ne rien faire tout en essayant de porter notre attention à quelque part d'autre, comme regarder un film ou quelque chose, serait mieux que juste rester assis à rien faire? Je sais pas, l'étude ne disait pas ça, mais comparativement à frapper un, un punching bag là, où il y avait l'image de la personne qui vous avait insulté, on avait vu que cette hypothèse-là ne fonctionnait pas. Alors, on va parler aujourd'hui, on va parler dans cette capsule-ci d'un concept qui est très proche de l'expérience personnelle, qui est l'intuition. Ok? Quel est le problème avec l'intuition? Bon, puis vous pourriez très bien me dire, mais l'intuition, l'expérience personnelle, ça fait ça a-tu rapport à la... C'est pas la même chose, ça? Je vous dirais que elles sont souvent entremêlées l'une l'autre. Puis sûrement qu'elles se nourrissent l'une de l'autre aussi, mais par expérience personnelle, je voulais dire les choses qui vous sont arrivées, que vous avez en mémoire, hein. Ou du moins que vous avez l'impression d'avoir en mémoire, parce que très souvent, certaines mémoires que vous avez sont grandement faussées. Mais donc l'expérience personnelle, c'est des choses qui vous seraient arrivées quand même, des apprentissages. L'intuition, c'est un peu différent. Ça se peut que c'est pas quelque chose qui vous soit arrivé, mais vous avez comme un feeling, genre vous avez une idée de comment expliquer telle chose. Vous voyez quelqu'un agir d'une certaine manière, vous dites, tu te paries que c'est à cause de telle affaire, ça a l'air d'être ça. Donc ça, c'est votre intuition, par exemple. Ou on vous demande, est-ce que tu penses que euh, la garderie ou l'environnement familial serait le meilleur pour le développement social des enfants? Et puis, vous avez comme un feeling, une certaine intuition que, il me semble que ça devrait être la garderie parce qu'ils voient plein d'autres enfants, puis sont obligés de travailler avec, puis de partager les jouets, puis c'est comme meilleur. Puis ça serait comme l'intuition, sans nécessairement à ce niveau-là que vous ayez une expérience personnelle. L'expérience personnelle, si vous vous basez là-dessus, là, ça serait de retourner dans votre mémoire, puis penser, ouais, j'ai connu plein d'enfants qui étaient allés à la garderie, puis étaient vraiment des bonnes personnes au niveau social, des personnes gentilles, et ainsi de suite. Ça serait l'expérience personnelle. Mais très souvent, l'intuition et l'expérience personnelle vont de pair, très souvent. Alors, quel est le problème avec l'intuition? Ben, comme l'expérience avait des problèmes, l'intuition a aussi un problème. Maintenant, je vais le redire, au risque d'être plate. J'ai peut-être même dépassé ça parce que je suis peut-être déjà plate, mais au risque de le devenir, votre intuition, gardez-la, elle est super pour survivre dans le monde, pour penser rapidement, pour prendre des décisions où est-ce que si vous vous trompez, il n'y a pas des grandes conséquences. Mais lorsqu'on essaye de régler des problèmes scientifiques, où est-ce que se tromper est évidemment problématique parce qu'on essaie de dire quelque chose de scientifiquement vrai, crédible et valide, notre intuition n'est que le point de départ, hein? Donc évacuez-la pas, mais euh, comprenez que c'est uniquement le point de départ et que vous ne pouvez pas
faire des conclusions sérieuses là-dessus. Donc, l'intuition est problématique parce que on ne réfléchit pas de manière intuitive scientifiquement. La réflexion intuitive est extrêmement rapide. Elle prend en compte votre feeling du moment, ce que vous êtes en train de faire. Elle prend en compte toutes sortes d'indices ici à là. Elle prend en compte de l'information partielle, puis elle vous construit une genre de feeling, d'intuition que vous dites ah, je te parie que c'était l'affaire. Mais c'est pas du tout scientifique, ça, comme réflexion, évidemment. OK? Et ici, on va être précis. Ce que je vais dire, c'est que cette intuition-là, elle est sujette à deux classes de biais. Je vais descendre ça un peu. Elle est sujette à deux classes de biais. Biais cognitifs et motivationnels. OK. Le mot biais, B-I-A-I-S, pas un billet comme un billet de loterie. Voyez-le en psychologie, un biais, c'est une tendance à toujours répondre de la même manière naturellement. OK? L'exemple que j'aime donner pour décrire ça, c'est que êtes-vous déjà allé au supermarché, puis vous avez pris pas un carrosse, mais un panier d'épicerie. Certains paniers d'épicerie ont un biais vers la droite ou vers la gauche. Ça veut dire que si vous leur donnez une poussée puis vous les laissez aller, ils vont intuitivement, là je parle comme s'ils étaient en vie, là, mais ils vont, pas intuitivement, mais ils vont naturellement ou mécaniquement ou automatiquement aller vers la droite ou automatiquement aller vers la gauche. Puis si vous voulez qu'ils aillent droit, il faut vraiment les retenir pour pas qu'ils aillent vers la gauche. C'est boguant quand on a un panier d'épicerie comme ça, mais c'est des paniers qui ont des biais vers la gauche ou vers la droite. Mais les êtres humains ont des biais comme ça. Ça veut dire que si tu laisses les gens faire ce qu'ils font, ils vont avoir tendance à traiter l'information d'une certaine manière. Ça, c'est ce qu'on veut dire par des biais cognitifs. Okay? Et il y a des biais motivationnels. Ça veut dire que si tu laisses les gens agir comme ils veulent, ils vont avoir tendance à vouloir faire certaines choses et pas d'autres choses, de manière automatique. Okay? Ce qui veut dire que, bref, ce que je suis en train de dire, c'est que vous n'êtes pas neutre. Vous avez certains biais dans votre manière de penser, certains biais dans les comportements que vous choisissez de faire. Et ces biais-là peuvent vous mettre dans le trouble lorsque vous tentez de réfléchir scientifiquement à quelque chose. Les données à date, les recherches là-dessus, suggèrent que vous pouvez apprendre à être conscient de ces biais-là, et vous pouvez apprendre à remarquer de mieux en mieux quand vous êtes en train de tomber dedans ou de les faire ou de vous adonner à ces biais-là. Et vous pouvez vous protéger de ces biais-là. Vous pouvez devenir de mieux en mieux à identifier quand vous êtes quand vous êtes biaisé puis à changer de parcours. Okay? Mais les données suggèrent aussi que vous n'éliminerez jamais ces tendances-là chez vous. Parce que ça fait partie de la nature humaine. Ces biais-là ont probablement évolué au cours des millions d'années que le cerveau mammifère et au bout d'un moment, le cerveau humain a évolué, si on veut. Et ça fait partie de ce que ça veut dire d'avoir un cerveau humain. Donc, vous ne pouvez pas les éliminer, ces biais-là, ces tendances-là, mais vous pouvez en devenir de plus en plus conscient et apprendre à vous protéger contre. Alors, je vais parler de certains biais cognitifs. Alors ça, souvenez-vous, c'est des tendances à traiter l'information d'une certaine manière, biaisée, naturellement. Okay? Un des biais cognitifs qui est très souvent actif chez tout le monde, puis là, en passant, je ne veux pas dire que les personnes scientifiques n'ont pas ces biais-là, puis les personnes qui ne font pas de la science les ont. C'est pas le cas, là. Tout le monde les a. Les scientifiques, même les plus grands scientifiques, ont ces biais-là. Et la différence, c'est qu'ils savent qu'ils ont ces biais-là, puis ils utilisent des méthodes de recherche pour s'en protéger. Puis, regardez, à la base, là, si j'avais à décrire tout le cours en une phrase, c'est ça. C'est les méthodes de recherche. Ce que c'est des stratégies qu'on a inventées au fil des centaines d'années de science pour se protéger contre les biais qu'on sait qu'on va avoir. Et qu'en tant que scientifique, on veut dire quelque chose de le plus valide possible, le plus vrai possible à propos d'un phénomène qui nous intéresse. Et on sait qu'on va avoir des biais. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place certaines mesures, certaines stratégies pour s'empêcher de tomber dans le panneau, si on veut. Et honnêtement, les méthodes de recherche et la science, c'est juste ça.
en gros. Si vous comprenez ça, là, c'est un gros morceau. Ok? Donc, un des biais cognitifs qui est souvent actif, c'est que les gens ont tendance, je pense que certains l'ont appelé le biais de la fluidité ou quelque chose comme ça. L'idée, c'est que si, lorsque vous réfléchissez à une explication ou à une théorie, si cette explication-là d'un phénomène ou cette théorie-là pour un phénomène, si elle coule bien, si elle est fluide dans votre façon de penser, ça veut dire s'il n'y a pas d'embûche, si vous avez l'impression que ça fait du sens, c'est facile à réfléchir à ça, ça fait une histoire qui fait du sens, vous allez avoir tendance à y attribuer plus d'importance. Donc, ce biais-là dit que vous jugez comment valide est une explication en fonction de comment cette explication fait du sens et est facile à réfléchir. Voyez-vous le problème avec ça? Le problème avec ça, évidemment, c'est que vous vous laissez truquer par une bonne histoire. Si l'explication fait du sens, vous allez penser qu'elle est plus vraie que si elle est difficile à comprendre. Or, la réalité n'est nullement intéressée à faire une histoire simple pour vous. La réalité est extrêmement complexe et parfois, ce que la science découvre ne fait pas de sens à nos petits cerveaux humains qui essayent de construire des histoires qui font du sens. Et notre tendance est de toujours rechercher ce qui fait du sens et d'y attribuer plus d'importance. Mais il faut comprendre ça. Il faut s'attraper et dire, peut-être que je suis en train de croire ce que cette personne-là me dit parce que ça fait du sens, mais je devrais douter. Moi, personnellement, là, parce que ça fait plusieurs années que je fais ça, là, je suis très critique quand quelque chose fait du sens. C'est là où il y a quelque chose, lorsque quelqu'un me dit quelque chose, puis je trouve que ça fait tellement de bon sens, puis c'est tellement vrai, j'ai automatiquement comme une petite voix dans ma tête qui dit danger, danger, danger. Ça se peut que ça soit vrai, mais ça fait trop de sens, c'est comme trop parfait. Hein? Donc j'essaie de ne pas me laisser truquer par une bonne histoire. Trois exemples dans le domaine de la psychologie ou de la médecine, par exemple, où est-ce qu'on a cru pendant longtemps des choses parce que ça faisait du bon sens, mais on a réalisé que la réalité était l'inverse. Le premier, on l'a déjà vu, l'hypothèse freudienne de catharsis. Ok? On a cru pendant très 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 longtemps dans un modèle hydraulique de la colère, comme je disais dans l'autre PowerPoint. Ça veut dire qu'on a cru pendant très longtemps que la colère montait en nous, s'emmagasinait en nous, et au bout d'un moment, il y en avait trop, il fallait que ça sorte, et ça sort par le défoulement, en frappant, en criant, en tordant quelque chose, et ainsi de suite. Tu sais? Euh, et la raison pourquoi on croyait à ça, c'est parce que c'est une bonne histoire, ça fait du sens. On a plein d'exemples dans la vie de choses qui viennent dans des contenants et qui peuvent contenir une certaine quantité de quelque chose et que ça déborde sinon. Et pour éviter que ça déborde, il faut vider le contenant un peu, tu sais. Et donc, ça fait du sens. C'est une histoire qui fait du sens. Mais la réalité est tout autre, complètement autre. Vous n'emmagasinez pas de colère et le fait d'exprimer votre colère vous rend parfois même plus agressif et plus en colère. Ok? Donc, ça, c'est un exemple où la bonne histoire, l'idée du modèle hydraulique de la colère, même si ça faisait du sens, c'est facile à comprendre, c'était faux. La cause des ulcères d'estomac. Je pense que j'avais parlé dans un autre PowerPoint, j'avais donné un exemple où, par exemple, certaines personnes, certains thérapeutes freudiens, psychanalystes pourraient euh, conclure que les ulcères d'estomac sont causés par des conflits internes et tout ça. Là. Bon, euh, j'avais donné cet exemple-là, mais savez-vous que pendant très longtemps, on pensait que les ulcères d'estomac étaient causés par trop d'acide dans l'estomac, dans le fond. Et la raison pour ça faisait énormément de sens. Et qu'est-ce qu'on faisait? On donnait des antiacides aux patients qui se plaignaient de ça. Okay? Et ça faisait énormément de sens. C'était une bonne histoire parce que, bon, qu'est-ce qu'on sait que ça fait l'acide? Ben, l'acide, c'est corrosif, ça va gruger, tu sais, un tissu ou un objet, par exemple.
Et qu'est-ce que c'est qu'une une ulcère d'estomac? Ben, l'estomac, il y a une partie de l'estomac qui ne veut pas être grugée, est endommagée. Et on se dit, ben, c'est ça, une ulcère, ça fait du sens, parce qu'il y a trop d'acide dans l'estomac, par exemple. Ok? Plus tard, on s'est rendu compte, nullement rapport avec l'acide. Nullement rapport avec ça. Ce que c'était une bactérie, euh, H. pylori, je crois, Helicobacter pylori, une bactérie qui se loge au creux de votre système digestif et qui va agir et causer de l'inflammation. Et évidemment, au bout d'un moment, cette inflammation-là va devenir une ulcère. Nullement rapport à l'acide. Mais tu sais, parce qu'on se disait, les gens qui ont des ulcères d'estomac, ça brûle, donc l'acide, ça brûle, tu sais, donc on faisait ce lien-là, mais c'était complètement n'importe quoi. Mais l'histoire était bonne, ça faisait énormément de sens. Tu disais ça aux gens, tu disais, ah ben oui, c'est ça, c'est évidemment que c'est ça. Donc le traitement, c'est des antiacides, sauf que ça n'avait pas rapport. Tu sais. Troisième exemple, euh, euh, l'efficacité des programmes de confrontation pour des jeunes délinquants. On a cru pendant très 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 longtemps que une bonne méthode pour influencer les jeunes délinquants à, disons, à changer leur comportement, c'est ce qu'en anglais, ou ce qu'aux États-Unis, ils ont appelé les Scared Straight Programs. Scared straight, donc cette expression de dire on va te remettre sur le droit chemin en te faisant peur, en te montrant, en te confrontant à ce qui t'attend. Si tu continues à être un jeune délinquant. Donc on prend des jeunes délinquants qui ont des délits mineurs là, et on leur fait visiter des prisons pour qu'ils rencontrent des prisonniers. Puis là, les prisonniers ont comme but de vraiment leur faire peur, pas de manière non éthique, là, de les chasser avec des couteaux ou des morceaux euh, des morceaux, des objets contondants avec lesquels ils pourraient les blesser, mais vraiment de leur parler, puis dire hey, hey, le jeune, tu ne veux pas te retrouver comme moi, c'est terrible ici, et ainsi de suite. T'sais. Donc visiter les prisons, puis dire regardez, c'est ça qui vous attend. On pourrait penser, ben oui, évidemment que ça va fonctionner. C'est des jeunes délinquants, bon, ils sont pas sur le droit chemin, mais ils n'ont pas encore eu une conséquence qui leur fait assez peur pour revenir sur le droit chemin. Donc, si on les amène en prison, puis on leur fait visiter les prisons, puis on leur fait rencontrer des adultes qui sont emprisonnés, puis qui ont commis des crimes beaucoup plus sérieux, okay, mais qui leur disent, j'ai commencé comme toi à faire des petits délits à gauche et à droite, tu sais, euh, et que ça va leur faire peur. Okay? Mais on s'est rendu compte au bout d'un moment, parce que très bonne histoire, évidemment que ça devrait fonctionner selon le gros bon sens. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte que très souvent, ça ne fonctionne pas. Et ça fait l'inverse. Ça fait que ces jeunes-là commencent à s'identifier puis à se résigner au fait qu'eux aussi font partie d'une classe de personnes qui est juste des criminels, dans le fond. T'sais? Et très souvent, ça ne fonctionne pas. Ça se retourne contre l'intervention. Okay? Pourtant, ça devrait fonctionner. C'est super logique, ça fait du sens. Okay? Donc ça, c'est un autre bon exemple euh, d'un phénomène psychologique ici. Comment est-ce qu'on fait pour ramener quelqu'un sur le droit chemin? Comment on fait pour changer ses comportements criminels, ses attitudes? Dans une perspective développementale, où est-ce qu'on prend la personne à un jeune âge et on veut essayer de le changer en tant que quel genre d'adolescent il va devenir ou quel genre d'adulte il va devenir. Et ça ne fonctionne pas, même si ça faisait du sens. Okay? Donc l'idée ici, donc, c'est que le gros bon sens, qui semble faire du sens, peut parfois vous mener à une conclusion ou à une explication ou à une prédiction qui est, qui est pas exacte. Maintenant, je dois dire que le gros bon sens peut parfois mener à une conclusion ou à une explication qui est exacte. Okay? Ça peut parfois fonctionner. Comme dans l'exemple que j'avais donné dans un autre PowerPoint, où ben, l'histoire comme quoi il est important d'avoir des amis, puis c'est bon pour la santé mentale d'avoir des amis plutôt que de n'avoir personne puis d'être complètement isolé. Un, c'est scientifiquement vrai, mais deux, on n'avait pas besoin de la science pour nous prouver ça, à nous-mêmes, je veux dire. Ça fait du gros bon sens. Okay? Donc parfois c'est clair. Okay? Parfois c'est clair. Euh, euh,
ça fait du gros bon sens que, par exemple, manger moins de sucre et manger moins de nourriture pré-traitée, pré-préparée, et ainsi de suite, et faire de l'exercice et prendre le temps de relaxer à chaque jour, que ça risque d'augmenter votre niveau de bien-être. OK? Ça fait du sens et c'est vrai. Scientifiquement vrai aussi. OK? Donc ça arrive. Mais des fois, il va arriver, comme dans le cas des trois exemples ici, il va arriver des exemples où est-ce que votre gros bon sens va vous faire conclure quelque chose et ça sera faux. Et vous ne savez jamais c'est quand. OK? C'est pour ça qu'il faut vous douter, il faut douter du gros bon sens, même si à la fin, ça se pourrait qu'il ait raison dans ce cas-là, dans cet exemple-là. OK? Et si les données contredisent votre gros bon sens, vous devriez ajuster vos croyances en conséquence des données. Ce qui n'est pas toujours ce que les gens font. Des fois, ils regardent une étude qui va contre leur gros bon sens, puis ils disent, ou même plusieurs études, parce qu'une étude, ça ne dit pas grand-chose, mais ils vont lire plusieurs études, puis ça va contre leur gros bon sens, puis ils vont dire, non, 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 ces études-là sont fausses, clairement, il y a un problème avec. OK? Ben, on ne devrait pas, là. On devrait ajuster nos croyances en conséquence. Mais c'est pas toujours facile de faire ça. Pourquoi? Parce qu'on est des êtres humains avec des motivations et on est biaisé dans nos motivations et dans notre traitement de l'information. Un autre biais cognitif important, donc on a vu le premier, qui consiste à attribuer plus d'importance aux choses qui sont faciles à penser ou pour lesquelles il y a une bonne histoire logique. Okay? Un autre qui est important, c'est le biais de disponibilité. Okay? Ici, j'ai l'heuristique de disponibilité. Heuristique en psychologie, c'est un mot qui veut dire une manière de réfléchir rapidement. Tu sais, il y a plusieurs euh, choses dans le monde, des phénomènes psychologiques qu'on tente d'expliquer qui sont rudement compliqués. Prédire des choses, c'est rudement compliqué et un des trucs que le cerveau humain s'est adapté à faire au cours des millénaires avec l'évolution, c'est que le cerveau humain a développé cette tendance à utiliser des shortcuts, des raccourcis pour prendre des décisions, pour prédire des choses. Et ces raccourcis-là, ces shortcuts-là, c'est ce qu'on appelle des heuristiques. C'est comme prendre une décision rapide avec un tout petit montant d'informations. Okay? Plutôt que se pencher sur un cas puis analyser les choses de manière profonde. Donc, l'heuristique de disponibilité, c'est celui-ci. C'est votre tendance à attribuer plus d'importance aux informations. Information devrait avoir un S ici. Zut, j'aurais dû le voir avant d'enregistrer ça. Qui nous viennent plus facilement à l'esprit en termes de mémoire. Ce qui veut dire que tout ce qui vous vient plus facilement à l'esprit en termes de mémoire, vous y attribuez plus d'importance. Le problème, c'est que ce qui vous vient facilement à l'esprit en termes de mémoire n'est pas toujours fonction de la réalité. Je répète ça. Ce qui vous vient le plus facilement en mémoire, ce n'est pas toujours fonction de ce qui est le plus important dans la réalité. Il y a plein de choses qui sont importantes dans la réalité qui ne vous viennent pas à l'esprit. Puis il y a plein de choses qui vous viennent facilement en mémoire parce que vous avez regardé un film là-dessus, ou vous avez vu 500 reportages de suite là-dessus, et que vous pensez que c'est important, mais ça n'a pas rapport à la réalité. Ou c'est moins important. Un exemple de ça, c'est lorsque des événements sont récents. Ils nous viennent plus facilement en mémoire, évidemment. Si quelque chose vient juste d'arriver, une attaque terroriste par exemple, vient juste d'arriver, il y a des reportages là-dessus, on en parle aux nouvelles, c'est sur Twitter, c'est partout. Okay? Vous consommez ces médias-là et cette information-là est tout à coup très accessible dans votre mémoire. Bien, à cause qu'elle est si accessible dans votre mémoire, vous allez vous mettre à penser que la menace terroriste pour vous est beaucoup plus importante qu'elle ne l'est réellement en termes statistiques. Et ça vient biaiser votre raisonnement. Alors ici, on a un bel exemple de ça. C'est drôle parce que ça dit Ebola ici. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années de la crise d'Ebola, il y avait eu très peu de cas. Je pense qu'il y avait eu moins de 10 décès aux États-Unis, je pense, de l'Ebola, mais le monde avait eu peur de ça, par exemple. Aujourd'hui, ce bonhomme-là pourrait très bien dire coronavirus ou COVID-19, mais je n'ai pas pensé à le changer. Mais donc ici, on a un bonhomme, tu sais,
Ce qui pourrait représenter l'Américain typique, mais ça pourrait être aussi le Canadien typique, là, le Nord-Américain typique, si on veut. Euh, Avec son hamburger, où on voit le fait que statistiquement, l'obésité cause aux États-Unis à peu près 300 000 décès par année. Ok, ça a peut-être changé avec les années, là. Il fume, donc il y a son hamburger. Il fume, le tabagisme euh, prend à peu près 450 000 décès par année. Oui, ma petite flèche. Il boit sa bière. L'alcool est responsable d'à peu près 88 000 décès par année. Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il capote sur le Ebola, pour lequel il y a eu 5 cas. Pour lequel il y a eu 5 cas aux États-Unis, je crois, si je ne me trompe pas. En tout cas, statistiquement, c'est même pas sur la carte, là, comparativement à l'obésité, le tabagisme ou l'alcool. Mais l'idée, c'est que quand on regarde les nouvelles pendant la crise de l'Ebola ou prenez aujourd'hui, par rapport au coronavirus, c'est tout ce qu'on entend dans les nouvelles, coronavirus. Coronavirus ci, coronavirus là, coronavirus ci. OK? Ce qui nous amène à penser que le risque de coronavirus est beaucoup plus élevé que toutes les autres façons, si on veut, de tous les autres risques. Non, le coronavirus est risqué. OK? C'est pas comme une grippe normale. Il y a un certain risque qui est important, qui ne doit pas être négligé. Mais comparativement aux morts qui sont causées aux risques par rapport aux accidents de la route, par rapport aux maladies cardiovasculaires, le risque est minime. Mais à cause que tout ce qu'on entend, c'est coronavirus, coronavirus, ou ici Ebola, on a tendance à surestimer les chances. Et ça, c'est problématique parce que par la suite, ça vient impacter nos décisions, familiales, nos décisions financières, nos décisions par rapport à qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va pas faire, quelle opportunité on va prendre, quelle opportunité on va pas prendre. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un risque qui est là, qui est beaucoup plus grand que ce qu'il n'est réellement. Même si le risque est réel. Là. Le coronavirus est dangereux, Ebola est très dangereux, mais il ne se fait pas de film sur des gens qui meurent d'obésité. Il n'y a pas de film hot là-dessus. Il n'y a pas de film sur les gens sur le tabagisme, de film populaire genre qui est sorti, que c'est à propos du tabagisme. Mais il y a plein de films sur des virus, sur du terrorisme, etc. Alors c'est très facile lorsqu'on pense à se souvenir de choses qui ont rapport au terrorisme ou à des virus, à des pandémies, etc. Euh, il y a plein de statistiques intéressantes là-dessus. Si vous allez voir sur le web, vous pouvez vous amuser avec ça. Ok? Savez-vous que le nombre de décès par chute, le fait de tomber, par exemple, d'une échelle ou quelque chose, et de se tuer, hein, est énormément plus haut que le nombre de décès par feu, par incendie. Énormément plus haut. Fait que, je suis en train de dire qu'il n'y a pas de gens qui décèdent d'incendie? Non, pas du tout. Je suis en train de dire que quand il y a un incendie, c'est pas une tragédie? Non, c'est une tragédie. Ce que je suis en train de dire, c'est que vos chances de mourir en tombant d'un escabeau ou d'une échelle, disons, sont énormément plus grandes que vos chances de mourir dans un incendie. Est-ce que ça veut dire qu'on ne devrait pas se protéger et pas avoir nos détecteurs de fumée? Non, non, on devrait absolument se protéger contre ça. Mais des émissions sur des incendies ou des émissions ou des films sur une équipe de pompiers ou quelque chose comme ça, il en existe beaucoup plus que... C'est quand la dernière fois que vous avez vu un film où le sujet principal c'était tomber d'une échelle ou tomber du toit de sa maison en installant des lumières de Noël, par exemple. Ça n'existe pas. T'sais. Ou si ça l'est, c'est souvent fait d'une manière rigolo où on voit la personne tomber, puis c'est rigolo, puis c'est dans une comédie. T'sais. Et donc, il y a plein d'autres exemples comme ça. Euh, Lorsqu'il y a un écrasement d'avion, ça fait les nouvelles. Évidemment, c'est tragique. C'est extrêmement tragique. Et ça fait les nouvelles, on en parle partout, il y a des films là-dessus. Ok? Mais la réalité est que à chaque fois que vous prenez votre voiture, vous avez énormément plus de risques de mourir dans un accident de voiture que dans un accident d'avion. Et on me dit souvent, oui, mais quand il y a un accident d'avion, tout le monde à bord de l'avion meurt. À bord de l'avion meurt. Quand il y a un accident de voiture, ça se peut que certaines personnes survivent. Oui, absolument.
Je suis très d'accord. Mais statistiquement parlant, si on était raisonnable, si on utilisait notre rationalité, on aurait beaucoup plus peur. Ben, l'idée, c'est pas d'avoir peur, c'est pas bien de vivre dans la peur. Mais on serait beaucoup plus conscient d'avoir des chances de décéder dans un accident de voiture qu'un accident d'avion. Donc, on prendrait plus de précautions lorsqu'on prend notre voiture. Hein? Et donc, ce biais-là, ce qu'il fait, c'est qu'il nous mène à surestimer la fréquence de certains événements ou certaines situations. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus, par exemple, d'attaques terroristes qu'il y en a. On a l'impression qu'il y a beaucoup plus de certains types de crimes qu'il y en a. Savez-vous que statistiquement dans le monde, depuis à peu près, je pense, une centaine d'années, le monde, il y a de moins en moins de crimes, il y a de moins en moins de guerres, il y a l'économie, il y a de moins en moins de pauvreté dans le monde. Statistiquement, est-ce qu'on trouve encore des guerres? Oui. Est-ce qu'on trouve encore des crimes? Oui, énormément. Est-ce qu'on trouve encore des gens qui sont pauvres? Oui, il y a des pays au complet où les gens sont pauvres. Tu sais. Mais statistiquement parlant, les choses deviennent mieux. Statistiquement parlant. Y a-t-il encore du travail à faire? Énormément. Okay? Euh, et est-ce que nous, on vit dans un pays où on est bien, on s'en tire bien? Absolument. Okay? Et on est chanceux pour ça. Mais, statistiquement parlant, les choses deviennent meilleures au fil du temps, au fil des décennies. Okay? Mais si vous regardez les nouvelles, vous avez l'impression de l'inverse. Pourquoi? Parce que dans les nouvelles, on rapporte juste ce qui va mal. Pourquoi? Parce que ce qui va bien n'est pas intéressant. Okay? Et donc, les gens ont l'impression, si on fait des sondages avec les gens ont l'impression que les choses vont de mal en pire, qu'il y a plus de guerres qu'avant, plus de crimes qu'avant, plus de pauvreté qu'avant, alors que c'est l'inverse. Okay? Statistiquement parlant. Bien qu'on a encore énormément de travail, puis il y a des nouveaux problèmes qui se pointent qui n'existaient pas avant, mais en tout cas. Donc, ça, c'est l'heuristique de disponibilité. C'est très facile de se souvenir, si c'est facile de se souvenir d'un certain cas parce qu'on l'a vu souvent ou parce qu'on vient juste de regarder un film là-dessus ou on vient juste d'entendre une nouvelle, on a l'impression que c'est plus important que ce l'est en réalité. Un troisième biais cognitif est le biais que je pourrais appeler présent-présent. Okay? J'aurais dû l'appeler d'une autre manière, mais présent-présent, c'est parce que, vous souvenez-vous quand je parlais quand je disais, par exemple, l'exemple que certaines personnes pensent que quand il y a de la pleine lune, il y a plus d'accouchements. Okay? Puis, je vous disais qu'il y a 4 possibilités. Ça peut être une pleine lune, puis il y a beaucoup d'accouchements. Pas une pleine lune, puis il y a beaucoup d'accouchements. Une pleine lune, puis il y a peu d'accouchements. Ou pas une pleine lune, puis il y a peu d'accouchements. Mais le biais présent-présent, c'est juste si vous vous basez sur... C'est que vous avez juste tendance à réfléchir à une de ces cellules-là dans le tableau. Vous avez juste tendance à réfléchir ou à vous souvenir de la fois où c'était la pleine lune et où il y a eu beaucoup d'accouchements. Pour des raisons purement cognitives. Vous avez juste tendance à plus retenir cette information-là. Donc, vous avez tendance à vous concentrer sur la présence, mais à mieux retenir ou à mieux aller chercher en mémoire l'information qui correspond à votre croyance. Mais pas les 3 autres cellules dans le tableau. Pas les informations, euh, euh, pas l'absence d'informations ou la présence d'informations qui contredit vos croyances. Ça veut dire que vous allez être beaucoup plus impressionné, puis allez avoir tendance à beaucoup plus encoder en mémoire la fois où c'était la pleine lune, puis il y avait beaucoup d'accouchements, que la fois où c'était la pleine lune, puis il n'y en avait pas beaucoup. Parce que pourquoi c'est pas impressionnant, ça, la pleine lune, puis il n'y a pas beaucoup d'accouchements. Ou bien qu'il y avait beaucoup d'accouchements, mais c'était pas la pleine lune. C'est moyennement impressionnant parce que c'était pas vraiment la pleine lune, même s'il y avait beaucoup d'accouchements. Puis la fois où il n'y avait pas beaucoup d'accouchements, puis c'était pas la pleine lune, qui est le cas le moins impressionnant. Okay? Donc, vous avez tendance toujours à retenir cette première cellule-là dans le tableau. Là. Et donc, vous avez une vision biaisée des choses. Okay? Ou dans le cadre du Dr. Rush, de l'exemple de Dr. Benjamin Rush qu'on avait vu, okay? Benjamin Rush avait tendance à encoder en mémoire pas mal juste les cas où il avait fait de la saignée et ça avait fonctionné. Okay? Pas parce qu'il est méchant, pas parce qu'il est idiot, juste parce qu'il a un cerveau humain.
OK? Et vous devez apprendre à utiliser des groupes de comparaison ou du moins à vous poser la question. Tu sais, disons que quelqu'un vous dit ah, savais-tu que pendant la pleine lune, il y a beaucoup d'accouchements, même si ça fait du sens pour vous, puis vous dire ouais, c'est vrai, je me souviens à un moment, euh, je me souviens que quelqu'un m'avait dit ça, puis il n'était pas la première personne, puis ça fait du sens dans le fond, puis tout ça. Vous devriez vous dire ah, mais attends, c'est en train de faire du sens. Mais c'est risqué, cela, parce qu'il fait du sens, c'est pas toujours vrai. Euh, faudrait que. Sais-tu combien il y a d'accouchements quand il n'y a pas de pleine lune? Puis la personne dirait non, je sais pas. Sais-tu combien de temps, combien de fois c'est la pleine lune puis il n'y a plus d'accouchements? La personne dirait non, je sais pas. Elle dirait ah, il faudrait que je sache ces choses-là pour être certain, pour bien réfléchir à ça. Donc, tu sais, là, c'est un cas où est-ce que vous avez été capable de vous attraper en plein biais, si on veut. Alors ça, c'est certains exemples, puis il y en a plein d'autres, hein. Certains exemples de biais cognitifs. Il y a plein d'autres exemples de biais cognitifs, mais je vous ai montré ceux-là parce qu'ils sont vraiment importants. OK? Donc ça, c'est des biais dans votre tendance à traiter l'information d'une certaine manière. Ça a beaucoup rapport à la mémoire en passant, hein, ces biais-là, comme vous pouvez voir. La mémoire humaine est extrêmement biaisée. C'est pas comme une mémoire d'ordinateur qui se souvient de tout, peu importe le contexte, là. La mémoire humaine est très, très biaisée. Elle est très, très particulière, si on veut. Mais vous avez aussi des biais motivationnels. Certains de ceux-ci vont ressembler aux biais qu'on a vus tantôt, mais la différence, c'est que là, c'est que vous êtes motivé à faire certaines choses ou à ne pas faire certaines choses. Vous allez voir, le premier, il est très relié à ce qu'on vient juste de dire. Okay? Mais des fois, le problème, c'est pas au niveau de votre façon de traiter de l'information, donc au niveau vraiment cognitif, mais c'est dans votre motivation, c'est au niveau des émotions, c'est au niveau de ce que vous n'avez pas envie de faire. Okay? Euh, le problème au niveau de la motivation, de certains biais motivationnels, c'est que vous ne voulez pas changer votre manière de penser. Puis, je ne veux pas dire ici que c'est comme explicite, que vous dites non, non, je refuse, ça ne me tente pas de changer, j'ai déjà cette manière-là de penser, puis ça ne me tente pas de la changer. Je ne veux pas dire ça. C'est plus surnois que ça. C'est que vous n'êtes même pas conscient que vous êtes en train de défendre votre manière de penser sans y réfléchir. Et que vous êtes en train de la défendre même s'il y a des nouvelles informations qui arrivent à vous et qui devraient vous amener à changer votre manière de penser. Vous allez intuitivement être motivé à combattre ces informations-là. Okay? Ce qui est parfois appelé en passant le biais de confirmation, okay? Que vous avez tendance à vouloir toujours confirmer que ce que vous pensez est vrai. Mais il y a d'autres mots pour ça ici. Mais ici, on va l'appeler un biais motivationnel. Okay? Donc, un des biais motivationnels classiques, ou vraiment celui, si on veut, le plus large, c'est qu'on a tendance à porter attention uniquement aux informations qui confirment ce qu'on pense, et on a tendance à être plus critique envers les informations qui ne confirment pas ou qui infirment ce que l'on pense. Ça, c'est extrêmement présent. Et je dois vous le dire, vous faites ça constamment. Je fais ça constamment. Okay? Tout le monde fait ça constamment. La différence, c'est que des gens comme moi, des personnes qui font de la science, et des gens comme vous à la fin du cours, quand vous aurez terminé avec le cours 211, ce que j'essaye de créer chez vous, c'est, j'espère que vous serez différent. Ça veut dire que vous aurez une légère tendance à vous attraper à être en train de le faire. Okay? Et moi, en tant que chercheur, j'utilise des méthodes de recherche et je valorise grandement des méthodes de recherche qui m'empêchent de tomber dans le panneau parce que je sais que je vais avoir tendance à porter plus attention uniquement aux informations qui confirment ce que je pense et être plus critique envers celles qui ne confirment pas. Et je sais que ça va se faire inconsciemment. Donc, la différence, c'est que je le sais et que j'utilise des méthodes de recherche pour empêcher ça. Okay? Je suis allé un peu trop vite. Je vais rester ici. Avec un bel exemple. Une étude de 1986 de Fry et Stallberg, pas besoin de se souvenir du nom, là, qui démontre ça vraiment, vraiment clairement. Là. C'est une démonstration parfaite de ce biais-là. Si vous êtes dans cette étude-là, ce qu'on fait, c'est que vous venez au laboratoire pour une recherche. Okay? Et on vous dit que c'est une recherche sur le quotient intellectuel. Et
on vous dit, regarde, c'est bien simple. Si tu viens, ce qu'on va te faire, c'est qu'on va te faire un test de QI, de quotient intellectuel. On va te faire un test de QI. On est en train de tester un nouveau test pour l'intelligence, puis on veut que tu le prennes. Puis on a besoin de données. Et donc, imaginons que vous acceptez de faire ça. Donc, vous venez, je vous assois à la table, je vous fais faire un test de QI. Il y a toutes sortes de questions. Disons que ça dure 20 minutes, je ne sais pas. Okay? Et ce que vous ne savez pas, c'est que ce test-là, c'est vraiment n'importe quoi. Okay? C'est un faux test. Là où l'étude vous commence vraiment pour vous, sans que vous le sachiez, c'est après que vous m'ayez remis votre QI, moi je fais une évaluation rapide, votre test de QI, je fais une évaluation rapide, et là je vous donne du feedback, la rétroaction. Et ce que je vous dis, ben, vous pouvez tomber soit dans le groupe 1 ou le groupe 2. Si vous tombez dans le groupe 1, je vous dis que votre QI, votre performance à ce test-là, est vraiment très élevée. Okay? Et si vous tombez dans le groupe 2, je vous dis, malheureusement, votre QI est assez faible, selon le test. Bon. L'intelligence est quelque chose que l'on prend très personnellement. Et si les gens disent que, généralement, quand on dit aux gens qu'ils ont un QI faible ou qu'ils sont peu intelligents, c'est une insulte, là. On est très sensible à ça, les êtres humains. Okay? Les gens, je devrais dire. Il y a peut-être des êtres humains qui ne le sont pas, là, mais on est très sensible à ça. Donc, ce qu'on fait par la suite dans cette étude-là, c'est qu'ensuite, on vous montre des articles de revues populaires qui parlent de l'intelligence puis des mesures de l'intelligence, comme le test de QI. OK? Et certains de ces articles-là sont critiques par rapport au test de QI. Ils font l'argument qu'il y a des problèmes avec les tests, puis que ça ne mesure pas tout, puis que, et ainsi de suite. Puis d'autres font la promotion ou l'éloge des tests de QI en disant que c'est des tests très efficaces qui permettent vraiment de distinguer entre des personnes qui vont avoir du succès dans la vie de celles qui n'ont pas de succès, et ainsi de suite, puis le QI est important, et ainsi de suite. Et puis, on vous dit, ben, lisez, vous pouvez lire l'article que vous voulez là-dedans, mais vous devez en choisir. Vous devez en choisir un là-dedans. Okay? Et vous devez le lire. Ben, ce qu'on retrouve, c'est que les personnes, c'est que si vous avez été dans le groupe où on vous a dit que votre QI était très élevé, vous avez beaucoup plus de chances de choisir les articles qui font l'éloge du QI et qui dit que le QI est important et ainsi de suite. Et si vous faites partie du groupe où on vous a dit que votre QI était faible, souvenez-vous, hein, on vous a dit ça, mais c'était faux, là, parce que c'était un faux test. Ben là, qu'est-ce que vous pensez qui arrive? Vous avez beaucoup plus de chances de choisir les articles qui sont critiques envers le QI et envers les tests d'intelligence en général. Okay? Ça veut dire que vous êtes motivé à choisir de l'information. Si vous étiez purement rationnel, vous prendriez un article qui le critique, puis un article qui confirme que le QI est important. Mais c'est pas ça qu'on voit. Okay? Ce qu'on voit, c'est que les gens ont tendance, et ce qu'on pense qui arrive là-dedans, c'est que si vous avez eu un mauvais résultat, vous dites, c'est pas vrai, je suis quand même intelligent, c'est vraiment n'importe quoi ce QI-là, puis vous allez chercher des preuves comme quoi c'est vraiment n'importe quoi dans les articles qui critiquent ça. Si on vous donne un bon résultat, vous allez dire, c'est vrai, je suis vraiment intelligent. Vous allez juste chercher ce qui confirme qu'en effet, vous êtes intelligent et c'est des bons tests. Ça, c'est un biais motivationnel parfaitement présenté ici. Okay? Donc, ça va biaiser la façon dont vous choisissez l'information, dans le fond. Vous allez prendre l'information qui confirme ce que vous pensez. Et vous allez être beaucoup plus critique envers l'information qui ne la confirme pas. Okay? Ce même biais-là vous pousse aussi à poser des questions biaisées afin d'obtenir de l'information. Ce qui veut dire que non seulement ça va biaiser l'information que vous avez devant vous, mais ça va biaiser aussi quelles informations vous allez chercher lorsque vous tentez de confirmer vos croyances. Bel exemple de ça, une étude de Snyder et Swan, une étude classique, assez vieille maintenant, mais de 1978. Okay? Et la façon dont cette étude-là fonctionne est la suivante. Si vous êtes un participant dans cette étude-là, okay,
On vous dit que vous devez poser des questions d'entrevue à quelqu'un pour déterminer si cette personne-là est extrovertie ou introvertie. OK? Donc, on vous fait venir, puis vous allez devoir, votre travail en tant que participant dans cette étude-là, c'est que vous devez poser des questions d'entrevue à quelqu'un dans le but de déterminer si cette personne-là est extravertie ou introvertie. OK? Puis on vous dit 50% du temps, la personne devant vous sera extravertie, 50% du temps, elle sera introvertie. Donc, avec les questions que vous utilisez, vous devez déterminer c'est quoi exactement. Okay? Quelle est la personnalité de la personne. Okay? Mais ce qu'on fait, c'est que ces questions-là, c'est pas vous qui allez générer les questions vous-même. On vous donne toute une série de questions. Okay? Vous avez comme une banque de questions. Et vous devez sélectionner ces questions-là. Okay? D'une liste avant l'entrevue. Okay? Donc, avant l'entrevue, vous avez toute une série de questions. Puis vous allez sélectionner les questions que vous voulez poser à la personne dans le but de déterminer si cette personne-là est extrovertie ou introvertie. OK? Ben, qu'est-ce qui arrive? C'est que quand on dit... quand en fait, j'ai mal décrit ça, je vais juste le redécrire, là. C'est que des fois, on va vous dire, tu dois déterminer si cette personne-là est extravertie ou non. Puis des fois, c'est tu dois déterminer avec tes questions, si cette personne-là est introvertie ou non. Je vous ai dit tantôt, c'est tu as une personne devant toi, puis tu dois déterminer si elle est extravertie ou introvertie. Okay? C'est pas exactement ça, je me suis trompé là. Ce que vous devez faire, c'est on vous dit est-ce que cette personne-là est extravertie ou non, et vous devez poser des questions à la personne pour voir si c'est vrai ou non. Okay? Puis des fois, c'est est-ce que cette personne-là est introvertie ou non, puis vous devez poser des questions pour voir si c'est vrai ou non qu'elle est introvertie. Okay? Et ces questions-là, comme je disais, vous devez les piger d'une liste. Okay? Ben, lorsque vous vous retrouvez dans la condition extravertie, ça veut dire que votre job est de déterminer si la personne est extravertie ou non devant vous, et que vous devez choisir des questions pour lui poser. Okay? Les questions que vous choisissez sont toutes des questions qui ont rapport à l'extraversion, comme que fais-tu quand tu veux remettre de la vie dans un party, puis le party commence à être moins excitant, puis tu veux remettre de la vie là-dedans. Qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que tu fais quand tu veux rencontrer d'autres personnes? Toutes des questions qui donnent de l'information sur comment extravertie la personne est. Okay? Mais et vous choisissez beaucoup plus des questions comme ça si vous devez tester si la personne est extravertie. Si vous devez tester si la personne est devant vous est introvertie ou non, vous avez tendance beaucoup plus à choisir des questions introverties, comme dans quelle situation aimerais-tu est-ce que tu aimerais être plus social? Dans quel genre de situation est-ce que tu as de la misère à t'ouvrir aux autres? Vous allez choisir des questions plus qui ont rapport à l'introversion. Qu'est-ce qui arrive quand vous faites ça? C'est que si on vous dit qu'il faut déterminer si cette personne-là est extrovertie ou non, vous avez juste tendance à avoir posé des questions sur l'extroversion à la personne. Et les réponses que vous allez obtenir, parce que c'est juste des questions qui testent comment extrovertie la personne est, okay? Vous allez obtenir des données qui vous suggèrent quand même que la personne est un peu extravertie. Puis vous allez conclure que la personne est quand même extravertie. Okay? Et même chose avec l'introversion. Si on vous dit « faut que tu détermines si cette personne-là est introvertie ou non », sans faire exprès, vous allez juste choisir des questions à lui poser qui fait ressortir les facettes introverties d'elle. Parce que tout le monde a un peu en soi des facettes introverties et extroverties. Mais le problème, c'est que quand vous devez tester pour l'extraversion, vous avez tendance à juste utiliser les questions d'extraversion. Donc, vous faites sortir l'extraversion de la personne. Vous obtenez des réponses, si on veut, qui vous donnent l'impression que la personne est très extravertie. C'est normal. Vous ne lui posez aucune question sur comment introvertie elle est. Okay? Et même chose dans le cas de l'introversion. Je ne sais pas si j'explique ça parfaitement, mais c'est un exemple où on voit que votre vos biais motivationnels font en sorte que vous allez avoir tendance à poser des questions
qui vont aller faire ressortir de l'information, mais qui est biaisée parce que vous n'avez pas posé d'autres questions qui auraient fait ressortir de l'information différente. Il y a aussi l'idée d'un biais ultime. Le biais ultime, c'est qu'on est tous biaisés à propos d'être biaisés. Et ce que je veux dire par ça, et c'est vraiment pas une farce, là, c'est que quand on fait des recherches là-dessus, on se rend compte que la majorité des gens pensent que tout le monde a des biais cognitifs sauf eux, et des biais motivationnels sauf eux. Ou, tu sais, les gens sont beaucoup plus biaisés que moi. Alors, et c'est une vraie tendance. Les gens pensent, les gens comprennent les biais cognitifs, les biais motivationnels, ils comprennent que ça existe, mais les gens ont l'impression que ça, c'est les autres et pas eux-mêmes. Il faut faire attention à ne pas tomber dans ce panneau-là. Quand on réfléchir scientifiquement, ce que ça veut dire, c'est reconnaître qu'en tant qu'être humain, on a tout un paquet de biais cognitifs et motivationnels qui viennent simplement avec le fait d'avoir un cerveau humain. Okay? Et ce que ça veut dire aussi, réfléchir scientifiquement, ça veut dire être prêt à considérer qu'il est très possible qu'on tombe victime de ces biais-là à n'importe quel moment. Et qu'on a besoin de méthodes de recherche ou de statistiques ou d'une méthode quelconque pour se protéger de nos tendances à être biaisé cognitivement et de manière motivationnelle. C'est pour ça que pour moi, une des phrases qui résume le mieux tout ça et qui résume le mieux la science, c'est une phrase de Richard Feynman, un grand physicien américain, décédé maintenant. Et je trouve que ça résume parfaitement la science et les méthodes de recherche. Et la phrase en anglais, c'est « The first principle », il parle ici de la science, le premier principe de la science, « is that you must not fool yourself and you are the easiest person to fool ». Si vous comprenez ça, vous êtes sur le droit chemin pour devenir des penseurs scientifiques. Cette idée que le premier principe de la science, le but de la science, c'est que vous ne devez pas vous tromper, vous devez essayer de vous tromper le moins possible, hein, et vous devez aussi savoir que vous êtes la personne la plus facile à tromper, parce que vous pouvez vous tromper vous-même, parce que vous êtes plein de biais cognitifs et motivationnels. Je vous laisse là-dessus. Ciao!